Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Donc cette vidéo fait suite au live sur lequel on a parlé du miroir magique. Je vais reprendre dans cette vidéo en fait son installation en une version beaucoup plus courte et aussi beaucoup plus claire pour certains. Comme déjà au départ c'était prévu que je refasse cette vidéo, mais aussi ça va aider certains qui n'ont pas du tout compris le concept du live et la discussion autour du miroir. Donc ici on va repartir de zéro. Je vais vous montrer absolument toutes les étapes pour mettre en route votre miroir magique. Ici, mon but, c'est de me faire un projet perso. Ça sera une table où je viendrai encastrer donc ce miroir magique. Ce projet est quand même relativement long. Il y aura donc plusieurs vidéos sur le sujet. Là, ici, je vais commencer par son installation de base avec quelques modifs au niveau des options. Je reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo sur les modules que j'ai choisi d'installer par-dessus. Donc, vous pouvez le voir ici tourner derrière moi pour le moment. Je vous donnerai en fin de vidéo quelques petits trucs et conseils le concernant avant de vous lancer. On va commencer tout de suite par l'installation de Raspbian sur notre Raspberry. Alors, première chose à faire, ça va être d'installer sur notre Raspberry la distribution de Raspbian. Alors, pour ça, je vais utiliser tout simplement le logiciel qui est Raspberry Pi Imager. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Au niveau de la carte, je vous conseille fortement de vous munir d'une carte d'au minimum 8 Go. Ne prenez pas spécialement plus haut au début. Alors tout simplement pourquoi, c'est que si vous désirez à la fin de votre installation faire une image de votre carte, il vous sera plus facile de faire une image sur une carte plus petite que sur une carte de 64 Go par exemple. Dans le cadre où, imaginons par la suite, vous voulez déplacer votre image de votre miroir, et ça c'est valable absolument pour tout ce que vous allez faire avec un Raspberry en fait. Préférez une carte plus petite qui va supporter tout votre OS, vos installations et votre utilisation du Raspberry pour éventuellement faire par la suite des copies sur des cartes beaucoup plus grosses, car dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué de passer une image en 64 Go sur une carte de 8. Donc on va commencer par choisir l'OS. Alors c'est pas très difficile, c'est le premier. Moi j'ai pris le premier ici, à base de Debian avec le Raspberry Pi Desktop. Donc il vous faut le bureau. C'est quelque chose qui va tourner en permanence là où va s'afficher le miroir. Donc prenez cette version là, elle fait à peu près entre 2 et 3 Go je dirais. On va choisir donc ici notre Mass Storage Device, donc c'est l'endroit où se trouve la carte. Alors oui, je vous dis de le faire sur une 8 et là vous voyez que c'est une de 16, mais en même temps moi le mien il est ici, c'est vraiment pour vous faire la démonstration de cette image. On lui demande d'écrire et là vous pouvez déjà prendre un petit café parce que ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'il télécharge l'OS, qu'il l'écrive sur la carte et qu'il en fasse une vérification. Donc je vous retrouve juste après, je vais le laisser un petit peu passer, que vous puissiez voir ce que ça donne. Il me demande, vu que c'est une carte que j'ai utilisée pour les tests, c'est la même que j'ai utilisée en fait durant le live. Il y a déjà du contenu dessus, de toute façon il va vous demander si on doit supprimer son contenu, vous confirmez. Et donc là c'est la préparation de l'écriture, il formate la carte, il la prépare pour accueillir l'OS. Et c'est parti au niveau de l'écriture. Ça prend quand même un petit moment. Là ici il est 15h45 quand je commence. Voilà, on est arrivé au bout de l'installation. Ça a pris à peu près 15 minutes pour de l'écriture à la vérification. Maintenant, je vais pouvoir faire un continuer. Alors par défaut, il éjecte normalement la carte de mon PC. Ce que je vais faire, c'est tout simplement la retirer du lecteur le temps que ça disparaisse et je vais remettre la carte dedans pour avoir accès au disque. Alors maintenant que c'est fait, que j'ai remis la carte dans le lecteur, j'ai effectivement ici mon lecteur boot qui est apparu. Alors il est possible que vous ayez aussi un espèce de message qui apparaît en vous disant que la carte n'est pas formatée. Surtout ne le faites pas, vous appuyez sur annuler. C'est tout simplement qu'il voit qu'il y a une deuxième partition sur cette carte et cette partie-là, c'est la partie Linux. Donc il n'est pas capable par défaut sur Windows de la lire. Donc il vous proposera de la formater, mais surtout ne le faites pas. Par contre, on va s'intéresser du coup à la partition ici qui est lisible, qui est la partie boot. Ce qu'on va faire ici tout simplement, c'est en rajouter un qui n'existe pas à la base. C'est le fichier SSH. Ce fichier, il va tout simplement permettre au Raspberry, au moment du démarrage, de voir qu'on lui autorise une connexion de l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du Raspberry lui-même, par l'intermédiaire d'un soft qui s'appelle PuTTY et qui va nous permettre d'accéder à un terminal. Donc pour ce faire, on va tout simplement ici faire un clic droit, je vais faire un nouveau, prenez un nouveau dossier texte,
peu importe le nom de ce fichier, on tape simplement ici SSH et on supprime tout le reste. Donc le .txt doit disparaître. Je fais Enter, il me demande si je veux effectivement modifier son extension. Je valide et ici donc j'ai mon fichier SSH. Alors si vous ne voyez pas le .txt derrière les fichiers, vous pouvez ici aller dans Affichage et vous avez ici extension de nom des fichiers à cocher et il va vous afficher du coup toutes les extensions de chacun de vos fichiers. Donc, vous voyez ici les kernel7.image, .img, le .txt et ça vous permettra donc du coup de pouvoir faire ce fichier là facilement. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, c'est déjà éteindre le miroir que j'ai ici derrière moi. Alors ça, c'est une option que je vais vous montrer aussi, c'est de pouvoir le contrôler via VNC. Donc moi, je vais couper mon miroir, je vais faire ça proprement. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, arrêter mon Raspberry, mettre la nouvelle carte dedans et pouvoir continuer la configuration. Ici, vu que je l'ai à côté de moi, j'ai pas accès à un câble réseau. Si vous avez un câble réseau à dispo pour faire les derniers petits réglages sur celui-ci, faites-le, c'est beaucoup plus facile. Ou alors comme moi, ce que je vais devoir faire, c'est d'utiliser donc le téléviseur qui est ici derrière, où j'ai relié tout simplement un clavier et une souris. En gros, ce que je vais faire, c'est tout simplement répondre aux dernières questions que va me poser le Raspberry, c'est-à-dire ma langue, mon pays et surtout me connecter à mon réseau Wi-Fi. Alors maintenant que l'installation est pratiquement finie, je ne l'ai pas entièrement complété parce que je voulais vous montrer le reste via mon écran. On va avoir besoin de l'utilitaire PuTTY, qui est donc un petit logiciel qui va vous permettre de vous connecter à votre Raspberry via un terminal. Étant donné que ça tourne principalement sur Linux, c'est beaucoup de lignes de commande à taper et ce terminal est vraiment extrêmement pratique. Alors il y a plusieurs solutions pour vous connecter. Il vous faut évidemment votre adresse IP de votre Raspberry. Plusieurs façons de faire pour la trouver, soit vous la connaissez déjà d'avance si vous utilisez ce Raspberry régulièrement, ou sinon vous allez voir dans votre box, vous devriez retrouver un appareil du nom de Raspberry avec votre adresse IP. Il y a aussi un logiciel que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Il est dispo sur Android et iOS. C'est Fing qui va scanner en fait tous les appareils de votre réseau et vous donner donc votre adresse IP. Et une fois que c'est fait, alors vous pouvez ici dans Hostname tout simplement la taper. Ici, comme c'est un Raspberry que j'utilise régulièrement, je connais son adresse IP. Le port, on ne le change pas. Et ici, si vous voulez gagner du temps par la suite, vous pouvez carrément lui donner un nom, faire un save. Et comme vous voyez ici en dessous, moi j'ai par exemple le miroir, qui est donc le Raspberry associé pour le moment à ce projet. Vous faites un save. Et ensuite, vous pourrez cliquer tout simplement ici 2 fois sur son nom et il va se connecter tout seul. Alors, petite chose ici, si vous avez jamais utilisé de Raspberry, si vous n'avez pas changé le mot de passe lorsqu'il vous l'a demandé à la fin de l'installation via votre écran, le mot de passe par défaut, c'est le login Pi. Et au niveau du mot de passe, c'est tout simplement Raspberry. Moi ici, je l'ai déjà changé. Donc, je vais taper le mien à la place. Alors, il ne s'affiche pas lorsqu'on tape, donc vous ne trompez pas. Et une fois que c'est fait, nous voilà connectés donc à notre Raspberry. Je vais l'agrandir un petit peu. Les premières commandes qu'on va faire ici, ça va être déjà d'activer une petite option sur celui-ci pour pouvoir avoir maintenant le retour de l'image qu'on a ici derrière sur le PC de la même façon. Alors pour ça, je vous propose de rentrer dans la partie configuration de votre Raspberry. Ici, sudo raspi et config. Ça va vous ouvrir cette espèce d'écran de BIOS un peu à l'ancienne. Et on va pouvoir tout simplement aller ici dans le troisième menu qui est l'interface option. Choisir le troisième qui s'appelle VNC. De l'activer. Et on est OK. Alors, je reviendrai sur ce petit détail-là par la suite, mais pour ceux qui seraient par exemple sur un Pi 4, vous pouvez aller ici dans les Advanced options et activer le GL Driver. Soit le Fake, le 2, soit le 3. C'est en fait la partie graphique, la partie 3D de votre Raspberry. Alors moi ici, je vais pas le faire pour 2 raisons. C'est que cette option va en fait activer un petit utilitaire complémentaire sur le bureau du Raspberry qui va vous permettre en fait de faire des rotations de l'écran. Le souci, c'est que sur le 3B+,
l'ayant testé donc sur mon miroir final, ça consomme énormément de puissance au niveau processeur. Du coup, vu que moi ici, de toute façon, le projet final va rester comme ça en mode paysage, j'aurai pas besoin spécialement de le faire tourner. Donc je vais tout simplement le laisser en legacy par défaut. Ça prend beaucoup moins de ressources au niveau du Raspberry sur un P3. Par contre, si vous êtes sur un P4, honnêtement, allez-y, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'activer. Donc moi ici, je le laisse en legacy tranquille et je viens ici sur Finish et je vais lui faire un petit sudo reboot, le premier de la série, pour pouvoir redémarrer ma machine. Voilà, maintenant le Raspberry a redémarré avec les petites options que j'ai rajoutées. Alors vous ne le voyez pas encore parce qu'évidemment mon écran est beaucoup trop loin, mais il y a en fait au niveau de l'horloge un petit logo VNC qui est apparu, c'est-à-dire que maintenant il est possible de se connecter à distance sur notre Raspberry et surtout d'avoir un retour de l'écran. Alors pour ça, je vous mettrai évidemment les liens de PuTTY, de VNC dans la description de l'article que je remplis au fur et à mesure que je crée mon projet. Vous allez pouvoir aller chercher donc VNC Viewer. Et comme vous voyez ici, c'est pareil. J'ai déjà donc mes Raspberry qui sont connectés en VNC, ils sont déjà tout prêts à l'intérieur. Mais pour en rajouter un, vous venez ici dans Fichier, une nouvelle connexion. Vous remplacez ici les champs, donc ici en premier, votre adresse IP, donc qui correspond toujours à votre Raspberry. Vous lui donnez un nom et tout simplement vous appuyez sur OK. Et il va tenter une connexion à votre Raspberry. Il vous demandera évidemment le login et le mot de passe de celui-ci pour valider la connexion. Une fois que c'est fait, vous les retrouverez donc ici dans VNC. Moi, je vais me rendre donc sur le miroir. Le premier message qu'on a là, c'est pas grave du tout. Il me dit ici qu'il a vu qu'il y avait une différence. Ça vient en fait de ma carte qui a changé. Donc, il me demande si je veux malgré tout continuer à me connecter dessus. Donc, évidemment, je vais lui dire de continuer. Et à partir de là, je me retrouve donc sur une copie de mon écran qui est ici. Pour vous montrer que c'est bien ça, je vais tout simplement ouvrir, par exemple, la gestion des dossiers. Donc, vous voyez ici sur mon écran de PC que j'ai les dossiers ouverts. Et si je passe temporairement sur l'écran, vous voyez que le dossier a été ouvert ici aussi. Et de mon PC, là, je vais l'éteindre, je vais le fermer. Vous voyez que derrière moi, il se ferme de la même façon. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'installation du miroir à proprement parler. Vous allez voir, c'est ultra simple. Vous pouvez utiliser toujours PuTTY ici pour vous connecter. Si vous avez plusieurs écrans, c'est très pratique. Donc ça, c'est la version PuTTY, mais vous le retrouvez aussi évidemment directement sur votre Raspberry, sur votre bureau. C'est la petite ligne de commande qui se trouve ici et qui va en fait ouvrir exactement la même chose que mon terminal dans PuTTY. À peu de choses près que celui-ci, étant donné qu'il est déjà connecté avec mon login et mon mot de passe, c'est quelque chose qui ne redemandera pas. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est donc lancer, donc je vais agrandir cette partie-là. Vous avez un petit retour qui se fait derrière. Je vais juste retirer le terminal qui sert à rien. Vous verrez tout mon écran ici derrière pour le miroir. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais lancer le script d'installation du miroir. Moi, ce que je vous ai trouvé ici, c'est un script qui va absolument tout faire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 commandes à faire, à copier, à coller. Il n'y a qu'une seule ligne. Vous la retrouvez donc dans l'article. Alors, je vous la montre ici pour juste préciser une petite chose. Donc, hop, voici l'article que je suis en train de taper pour le moment. Sur mon article, vous verrez peut-être qu'elle est ici en 2 lignes. Il faut absolument prendre les deux ensemble. Je fais un copier-coller. Je viens la coller ici dans mon terminal. Et vous voyez, elle est en une seule ligne. Et maintenant, on va faire pareil. Je vais regarder, je vais noter l'heure à laquelle je vais appuyer sur le bouton pour vous dire à peu près le temps que ça met au niveau de l'installation. C'est un petit peu long, je vais en couper le plus possible, je reviendrai juste au moment où il y a des questions qui sont posées pour vous dire à quoi elles correspondent et ce que vous devez répondre. Mais bon, sachez déjà, c'est très facile, c'est oui à chaque fois. Allez hop, c'est parti. Alors nous revoici à peu près 5 minutes plus tard
depuis le début du lancement du script. On a ici la première question qui nous est posée. Ça concerne le splash screen. En fait, le splash screen, si vous ne savez pas ce que c'est l'image qu'il affiche en démarrant le Raspberry. Si vous avez démarré déjà votre Raspberry, vous avez vu, vous avez le beau carré avec le logo Raspberry inscrit dessus. Il sera en fait ici tout simplement remplacé par un logo Magic Mirror. Ce que je vais évidemment faire ici tout simplement en tapant Y comme réponse, je valide. Alors ça prend chaque fois 2-3 petites minutes entre les deux. Ici vous voyez il y a un petit tableau qui indique tout simplement qu'il a lancé le Magic Mirror. Si vous regardez derrière moi, il s'est lancé tout simplement, mais on n'en a pas encore tout à fait fini au niveau de son installation. Ici la question est tout simplement de savoir s'il doit désactiver ou pas l'écran de veille. Par défaut dans le Raspberry en mode bureau, il y a un écran de veille qui s'enclenche. Donc ici encore une fois je vais répondre oui, que je veux qu'il le désactive, je veux que mon miroir, en fait, pour le moment, reste activé en permanence. Et ici, tout simplement, il nous dit que, voilà, c'est terminé, l'installation s'est bien passée, et vous pouvez le constater, donc derrière moi, il fonctionne. Et si je regarde ici au niveau de VNC, donc ce qui reproduit ce que j'ai derrière moi, vous pouvez tout simplement voir que là, le miroir, effectivement, a été lancé. Par défaut, on peut voir ici que au niveau de la date, du calendrier, du message, de compliments qu'ils appellent ça, du flux RSS, donc des petites lignes d'infos qui passent en dessous. Le tout est en anglais. Et ce que je vous propose ici, c'est tout simplement, dans un premier temps, on va déjà passer tout ça en français. Je vais remplacer avec vous le calendrier et éventuellement, je vais aussi changer le flux RSS qui est en bas pour mettre quelque chose qui me concerne un petit peu plus, qui me donnera des infos un peu plus proche de chez moi. Quand vous êtes dans VNC avec le miroir qui est lancé, évidemment, le but du jeu, c'est de pouvoir l'arrêter. Ce qu'on va faire ici, c'est de le mettre en barre de tâches, comme si on descendait une fenêtre. Pour ça, vous utilisez la commande CTRL plus M et celui-ci va passer tout simplement dans la barre de tâches. Alors, si vous n'avez pas activé le mode GL, donc l'interface 3D, vous risquez d'avoir cette espèce de petit souci d'affichage, mais on s'en tracasse pas. Au bout d'un moment, voilà, vous voyez, ça disparaît, et si vous passez votre souris, vous allez voir que les icônes vont réapparaître petit à petit. C'est un petit peu plus lent, mais au niveau de la consommation du Raspberry, elle est beaucoup moindre que si on active ce mode 3D, et de toute façon, une fois qu'on a terminé, on n'aura vraiment plus besoin normalement de passer par le bureau. Alors maintenant, pour faire les modifications du miroir, vous allez ici sur les deux petits dossiers, ça ouvre le gestionnaire de fichiers, et vous voyez que voilà, du coup tout est revenu à la normale. On voit ici qu'on a un dossier qui s'appelle Magic Mirror. On va faire brièvement le tour, je referai vraiment beaucoup plus d'explications à ce niveau-là quand on attaquera la partie des modules que je me suis installé dessus. Et dedans, on a plusieurs dossiers. Vous avez dans un premier temps, celui qui va nous intéresser le plus, c'est le dossier de config. Je vais même l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre sur le côté en attendant. Nous avons ici le dossier module. Alors celui-là va être plutôt intéressant. Là, il est complètement vide étant donné que je n'ai installé aucun module complémentaire. Mais ceux qui sont affichés pour le moment sur le miroir, donc l'heure, le calendrier, le RSS et les autres, se trouvent tout simplement dans le dossier default. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui pour le moment ne nous intéresse pas vraiment. On va tout simplement finir l'installation, le passage en français du miroir. Pour ça, on va se rendre dans le dossier de config et dedans, on retrouve deux fichiers. Alors, nous avons le premier qui est le config.js et à côté, le config.js.slamp qui est tout simplement une copie du premier. Au cas où vous auriez une erreur et que vous ne vous en sortez vraiment pas pour trouver d'où vient l'erreur, vous pouvez aller rechercher la config de base dans celui-ci. Moi, ce que je vais faire, c'est attaquer directement le fichier qui nous intéresse. On fait un clic droit, utilisez Jenny pour l'ouvrir, vous aurez comme ça un mode en couleur. Ce petit éditeur en fait est capable de reconnaître le type de fichier que vous ouvrez et ainsi vous mettre des codes couleurs et vous aider plus facilement à vous y retrouver. Ici, on se retrouve vraiment dans le fichier de configuration du miroir. C'est là que par la suite, on pourra
installer nos différents modules. Et si on regarde dès le début, à la ligne numéro 30, on va pouvoir retrouver ici langage et on va tout simplement remplacer le EN par FR, ce qui va nous permettre déjà de passer le miroir en français. Alors il ne réagit pas chez tout le monde de la même façon, mais normalement si vous faites un CTRL S pour enregistrer votre fichier, vous voyez que dans ma barre des tâches au-dessus, le miroir a disparu. C'est tout simplement parce qu'il est en train de se relancer. Et donc ici, on a bien la langue qui est passée en français. Alors pourquoi les autres pas? Tout simplement parce que c'est des calendriers avec des adresses américaines, donc le calendrier est américain, mais vous voyez ici la date par contre, elle est correcte, elle est bien en français, les dates aussi sont dans le bon ordre. Là ici, nous avons dans les flux RSS, donc toujours son origine, le New York Times, qui est donc un journal américain, donc du coup ici en dessous, évidemment, c'est en anglais. Au niveau du temps, il est bien affiché en français. Je vais refaire un petit CTRL M pour pouvoir revenir à mon fichier de configuration, et je vais commencer par aller chercher mon calendrier des jours fériés pour remplacer celui qui est mis à disposition pour la version américaine. Ce module, c'est le module calendar. Le header, ça correspond toujours à la partie qui est marquée ici au-dessus. Vous voyez, c'est marqué US Holiday. Moi, je vais mettre les jours fériés et je vais devoir remplacer donc l'adresse qui est ici dans URL du calendrier américain par un calendrier version européenne, version française. Pour ça, je vais tout simplement me rendre dans mon agenda à moi perso, qui est donc celui fourni par Google. Le but, quel que soit le calendrier que vous utilisez, c'est de pouvoir avoir un format ICS. Ici, je vais vous le montrer sur la version agenda de Google. Si vous en utilisez d'autres, il faudra peut-être chercher un petit peu où ça se trouve. Moi ici, j'ai les jours fériés qui sont notés, j'ai les 3 petits points. Je vais dans paramètres. En descendant ici plus bas, j'ai ce qu'on appelle l'adresse publique au format eCall. Donc c'est ce format-là que vous aurez besoin d'entrer dans votre calendrier. Je fais un petit CTRL-C de l'adresse et en fait, si vous regardez à la fin de mon calendrier, c'est un format ICS. Donc, c'est ça que vous devez rentrer comme format au niveau de votre calendrier. Donc, je reviens tout simplement sur mon miroir et ici, je fais un coller de mon adresse. Je vais redescendre juste cette petite parenthèse là ici en dessous, ça fait plus propre. Et comme je vous le disais, avec Jenny, comme éditeur de texte, on voit ici qu'il a été trouvé que ce petit crochet-là correspond à celui qui est ici au-dessus. Donc ça va toujours par deux. Donc ça c'est fait. Là la partie compliment, c'est le hide sexy qui passe au milieu. Personnellement, voilà, j'en ai pas spécialement besoin. Alors il y a plusieurs façons de désactiver un module dans le fichier de config. C'est soit tout simplement vous le sélectionnez et vous le supprimez, il ne sera plus actif. Mais si vous voulez malgré tout garder cette option-là, peut-être éventuellement pour plus tard, vous pouvez aussi tout simplement la commenter. Donc la désactiver grâce aux options de commentaires. Alors pour écrire un commentaire, vous faites un / une étoile au début. Vous voyez que tout le reste est passé en rouge. Ça veut dire que tout ça, il considère que ça va être un commentaire. Et je viens me placer à la fin du module pour faire l'inverse étoile /. Et vous voyez que là, il n'y a que la partie compliment qui a été désactivée. Je vais descendre un petit peu plus bas maintenant pour aller chercher donc la partie flux RSS du New York Times. Je vais aller m'en chercher un sur le net plus facilement. Je vais prendre un journal qui est dans le coin. Je vais prendre ceux de la Libre. Et vous voyez que ici, en cherchant flux RSS et le journal qui vous intéresse ou tout autre site qui le fournit, par exemple celui-ci me fournit directement les liens dont j'ai besoin pour le flux RSS. Il me suffit de cliquer dessus pour y accéder. Alors ça ressemble à ceci, un flux RSS, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais recopier donc l'adresse qui se trouve ici et qui se termine par .xml. J'en fais une copie. Je reviens tout simplement ici au niveau de l'URL de mon flux RSS. Et là, je peux venir coller mon flux RSS. Je peux faire du coup un petit CTRL S. Mon miroir a disparu de ma barre de tâches et va tout simplement se relancer avec mes nouvelles données. Donc voilà, vous voyez, j'ai maintenant la date et l'heure qui sont en français, mon calendrier donc qui reprennent les jours fériés pour nous, et ici j'ai donc le flux RSS de la Libre qui passe tout simplement en dessous. Et donc maintenant, la prochaine étape sera donc de passer par les modules. Alors je sais que certains vont être un petit peu impatients de pouvoir jouer avec
et de pouvoir les installer. Je vous mettrai donc l'adresse des modules principaux qui sont disponibles pour ce miroir et vous allez voir qu'il y en a vraiment énormément. Donc du coup, je pourrais pas tous vous les montrer, mais vous pouvez déjà regarder ceux qui pourraient vous intéresser, car la liste est vraiment énorme. Vous pouvez par exemple ajouter, comme j'ai sur ma version à moi, l'agenda, les mails, Spotify, ce que vous castez si vous avez par exemple un Chromecast chez vous, les notifications de votre téléphone, des photos, il y a vraiment beaucoup de choses et étant donné que cette chaîne tourne quand même principalement autour de tout ce qui est impression 3D, gravure, il existe même un plugin, plutôt un module dédié à Octoprint où vous allez pouvoir afficher sur votre miroir, si vous avez une caméra, le retour de caméra, le statut de votre imprimante, le nom du fichier qui est en cours d'impression, le temps qui est passé et le temps restant et au niveau aussi du pourcentage de son impression. Ce lien, je vous le mettrai évidemment dans la description de l'article. Je vous laisse fouiller. J'en ai déjà essayé pas mal. Il y a même l'assistant Google, l'assistant Alexa, donc vous pourrez même contrôler celui-ci par la voix. Moi, c'est ce qui est en tout cas prévu. Pour clôturer cette vidéo, je vais simplement remettre ma carte pour que vous puissiez avoir un aperçu d'une version un peu plus complète avec plusieurs modules dessus. Me revoilà donc sur ma version à moi du miroir où je vais pouvoir vous donner quelques exemples de modules que j'ai installés. Alors pour faciliter les choses, je vais retirer ma tête de l'écran et vous laisser vraiment que l'apparition du miroir. Alors ne vous fiez pas à la qualité de l'image de fond, ni à la transition des images. Avec VNC, ça a tendance un petit peu à ramer. Par contre, sur l'écran, ça pose vraiment aucun souci. Alors voilà, moi je vais vous donner donc les exemples de choses que j'ai rajoutées, de ce qui est possible de faire. C'est loin d'être terminé, j'ai encore plein de modules à installer, plein de choses à ajouter, mais ça va déjà vous donner un petit aperçu des capacités d'un miroir, on va dire de base. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mon module de l'heure qui est au-dessus, qui a été légèrement customisé. J'ai changé un peu la taille au niveau des polices, les couleurs pour l'heure et les secondes. J'ai donc l'agenda que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour le coup, je vais vous montrer un exemple au niveau de la réactivité. Donc je vais aller chercher le même agenda que tout à l'heure. Et on est donc au moment du tournage le 8. Je vais mettre ici le 9 février un petit rendez-vous, un test miroir pour vidéo. On peut évidemment rajouter par exemple un lieu. Alors, je vais mettre que ça sera à Ciné par chez moi, tant qu'à faire. On fait un enregistré et normalement celui-ci, hop, je déplace la fenêtre ici, devrait au bout d'un petit moment apparaître, si je me suis pas trompé d'agenda, dans ma liste ici au-dessus. J'ai donc en dessous, en attendant que ça réagisse, donc les fonctions de mail qui sont ici en dessous, et vous allez voir que lui est beaucoup plus réactif par contre. Donc le plus simple évidemment, c'est de m'envoyer un mail à moi-même. Donc du coup, il devrait apparaître ici en dessous une fois qu'il sera arrivé. Vous voyez que ici par contre, donc l'agenda s'est mis à jour en même temps. Donc j'ai bien le test miroir vidéo avec l'endroit que j'avais mis dans le lieu. Et ici en dessous, on voit que j'ai bien mon mail qui est arrivé aussi en même temps. Là ici en dessous, j'ai simplement un petit icône qui me permet de voir le niveau de mon Wi-Fi. À la base, c'était tout blanc, mais moi je me suis amusé, j'ai changé les couleurs, j'ai mis des petites couleurs, donc tout vert quand c'est bon, et puis il va du jaune, orange et rouge quand il n'y a plus de signal du tout. Ici au milieu, vous pouvez voir par exemple mon retour de Spotify, donc c'est-à-dire que tout ce qui passe sur mon compte Spotify vient s'afficher ici. Alors pour le moment, vous voyez que c'est marqué OnePlus 7T Pro, donc c'est parce que ça passe par mon téléphone, mais pour vous montrer que ça marche très bien, je vais aller chercher Spotify sur mon PC. Je vais récupérer donc la musique et vous voyez, c'est instantané. Celui-ci est passé tout de suite au changement. Donc je vais rétrécir un petit peu la fenêtre de Spotify pour que vous puissiez voir les menus ici de commande. Si je fais suivant, là ça change et ça change ici automatiquement. J'ai ici un module qui me permet d'avoir la météo de mon coin. Alors petite chose aussi, vous voyez que j'ai arrêté l'application Spotify, donc la jaquette a disparu. Je l'ai remplacée tout simplement par mon logo quand il ne fonctionne pas.
Donc je reviens ici, on a la météo. J'ai ici en dessous un module qui reprend en fait toutes mes prises et mes lampes connectées. Là dans les options, j'ai choisi de n'afficher que les prises ou les lampes qui étaient allumées. Alors par contre, il faut savoir une petite chose pour ce module-là, comme ça vous le saurez déjà d'avance, c'est que ça fonctionne avec le module Tuya et que Tuya n'autorise des requêtes que toutes les 5 minutes. Ça veut dire que là maintenant, je viens d'éteindre par exemple la prise atelier. Eh bien, si ma vidéo dure encore à peu près 5 minutes, on devrait voir normalement l'atelier disparaître de la liste. Donc là, c'est pas du temps réel, c'est une restriction des serveurs de Tuya qui empêche un retour instantané. Ici en dessous, j'ai le petit module de mon Chromecast qui m'affiche donc ce qui passe sur celui-ci. Là, par exemple, vous avez un film de Disney+ qui est en train de passer sur ma télé. Donc, il affiche la petite jaquette du film. Ça ne marche pas par contre sur Netflix. Netflix n'autorise pas le transfert de la jaquette, donc on ne verra juste que le logo Netflix. Au centre, nous avons ici une notification de tout ce qui passe sur mon téléphone. Donc c'est-à-dire les messengers, les mails, les SMS, tout ce que vous allez autoriser à être diffusé donc sur votre écran. Ça, c'est un choix que vous ferez à vous. Et vous voyez que voilà, j'ai reçu une nouvelle notification de Messenger, donc qui vient de la messagerie de Facebook, et qu'elle s'affiche donc sur l'écran. En dessous, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? C'est ici une petite stat de mon P-Hole, donc qui est le bloqueur de pub, qui me marque à peu près ce qu'il a réussi à bloquer depuis qu'il est lancé. Et pour finir, en dessous, j'ai donc mes news, mes flux RSS. Il y en a 2 qui tournent. Il y a celui de la Libre et celui d'un autre journal un peu plus geek. Je pense avoir fait le tour donc au niveau de l'installation, de la création du miroir et de ce que ça peut donner. Pour clôturer, mon projet personnel ne sera pas d'avoir un miroir magique à proprement dit, donc qui sera accroché au mur, mais il va être de mon côté intégré à ma table de salon, ou du moins je vais refaire une table de salon où je vais l'intégrer à l'intérieur. J'ai commandé un micro et un détecteur de présence, ou du moins un détecteur de proximité. Le micro va me servir à pouvoir contrôler et à poser des questions à mon miroir grâce à l'assistant Google. Évidemment, vous pouvez le faire aussi grâce à Alexa, ça marche très bien aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le miroir magique. N'hésitez pas, si vous voulez, à vous abonner pour avoir la suite, à nous rejoindre même sur le Discord. On est plusieurs à être partis sur ce projet. Il y en a déjà qui sont terminés. Moi, le mien, il est encore loin d'être fini parce que j'attends encore pas mal de petites choses au niveau des commandes. De plus, si vous avez des soucis, que vous voulez installer des modules, que vous avez des problèmes d'installation, je vous certifie pas qu'on a les réponses à tout et qu'on pourra vous aider à tous les coups à faire fonctionner tous les modules, mais étant donné qu'on en a déjà fait quand même pas mal, on aura peut-être une piste à vous fournir en cas de souci. J'espère que cette première partie vous aura plu, que le projet pourrait éventuellement en intéresser d'autres. Cette vidéo est donc un gros complément de tout ce qui a été dit sur nos échanges d'idées lors du live. Encore une fois, ne pas oublier, les lives ne sont pas faits pour être des tutos, mais vraiment pour qu'on puisse discuter tous ensemble autour de certains projets et même à la fin, voilà, qui l'ont regardé ou qui étaient présents, vous avez vu qu'on est parti après sur toute autre chose. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à venir rejoindre le Discord si les projets de ce style-là vous intéresse aussi. C'est un petit peu moins 3D, un petit peu moins gravure, mais c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est quelque chose que je vais faire ici. Il va y en avoir d'autres dans le style. Pour spoiler un petit peu, je suis aussi en attente des dernières pièces qui vont me permettre de faire un ambilight autour de ma télé. Donc ça sera aussi un autre sujet de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jarvis, allume le bureau.